Bonjour et bienvenue au Uninkables épisode 16. Aujourd'hui, on parle avec Clara Cyr et aussi on va disséquer les 7 championships. Donc, Dan, JF, bienvenue à cet épisode. Salut tout le monde! Allô? What's up? Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui n'ont jamais rencontré Clara, on va passer un peu de temps aujourd'hui avec elle, puis parler un peu de son background en TCG, puis on va aller un petit peu plus loin dans son expérience DLC, ce qu'elle a fait à Vegas, Seattle, qu'est-ce que ça lui réserve, si elle y va ou pas. On va parler d'un tournoi qui a eu lieu en France le week-end dernier, au-dessus de 600 joueurs. Donc, Dan va nous parler un petit peu plus en détail durant l'épisode de ce tournoi-là, disséquer un petit peu plus les decks méta qui ont gagné. On a par la suite, on va parler de nos résultats d'équipe. On a fait quelques sets championships ce week-end, les 4. Donc, on va parler un peu de nos expériences, qu'est-ce qui s'est passé. Je pense que JF, tu as un beau sujet à nous apporter aujourd'hui. Oui. Donc, on va parler de ça. Puis je ne vais pas parler de l'autre sujet parce que ça fait partie justement de ce topic-là. Puis pour ceux qui restent jusqu'à la fin de cet épisode, on a de quoi de très cool à annoncer pour une des shops qu'on aime beaucoup et qui nous supporte dans ce podcast-là. Donc on va vous donner un petit code promo à la fin de cette vidéo-là pour pouvoir avoir des rabais sur des singles. Donc sans plus tarder, Clara, parle-nous un peu de toi. C'est quoi ton background TCG? Qu'est-ce qui t'a amené à l'Orcana? Donc je te laisse la parole. Merci de m'avoir invité aujourd'hui, ça fait vraiment plaisir. Je tiens à dire, premièrement, mon expérience de TCG, j'ai commencé à Magic, ça fait depuis 2009-2010. Puis c'est mes amis qui m'ont invité dedans. Puis là, j'ai vraiment été intense dans Magic, plus casual, Commander, Draft. Puis, à un moment donné, certains partageront cette avis-là avec moi, mais dans Magic, il y a eu de plus en plus de produits, puis ça devenait vraiment dur de suivre toutes leurs affaires. Puis là, j'étais en train de faire un pré-release, puis là, j'ai vu des gens jouer avec les premières cartes de l'Orcana dans des tournois avec des starter decks, des trucs de même. J'étais comme, ça a l'air cool. J'en ai entendu parler avant. On m'a proposé des premières box, puis j'ai dit, ça me tente pas de rentrer dans un autre TCG. Là, cette journée-là, ça me tentait. Fait que là, j'ai acheté le plus que je pouvais, genre commencer à partir de l'aventure, puis là, de fil en aiguille, compétition, rencontrer les gens, j'ai tombé en amour avec la communauté, puis ça en est venu aujourd'hui, là. Ouais, je pense qu'il y a un point que tu as amené que Nick nous parlait justement la semaine dernière avec Magic, qui était justement le nombre de produits qu'ils release maintenant par année, puis le fait que c'était dur de keep up aussi, autant avec les produits que monétairement, par rapport à rester compétitif, rester actif dans le jeu. Puis un autre point que tu as apporté que je pense qu'on soulève assez souvent, mais qu'on n'en parle peut-être pas assez profondément, mais la communauté de l'Orcana est vraiment différente de toutes les autres TCG que moi auxquels j'ai joué. Là. Donc, on pourrait peut-être en parler un petit peu plus en détail plus tard durant l'épisode ou dans un autre épisode. La communauté de l'Orcana est vraiment, vraiment approchable. Tu sens que c'est un petit peu plus familial, puis ça reste très compétitif aussi. Donc, c'est quand même très cool de ce côté-là. Ça fait le board game quasiment. Tu sais, ça fait le board game quand tu parles avec du monde versus comme juste un jeu compétitif où est-ce que tout le monde essaie de gagner. On dirait que tout le monde essaie de s'aider, tout le monde essaie de s'échanger ou comme se dealer des cartes un peu pas chères, single, puis s'entraider pour que le monde finisse sur playset. Je sais pas, c'est juste nice. Là. Je tiens à dire là-dessus que j'ai joué avec une personne à un moment donné que elle a dit « Ah ouais, tu joues des chansons? T'es-tu capable de la chanter? » Puis là, j'étais comme ok, j'en connais quelques-unes, là. Puis il y en a d'autres que j'étais comme, excuse-moi, je la sais pas. Ouais, il y a quand même. 2, 3, be prepared! Moi, ça me dit en tout cas, là. C'est bien drôle. C'est quand même, ouais, effectivement, la communauté est vraiment le fun. Puis, tu sais, pour avoir joué justement avec la communauté Pokémon, on est ailleurs. Je pense qu'il y a énormément. La communauté Pokémon est très cool aussi, mais
on dirait qu'elle est comme coincée en quelque part dans le temps où est-ce que ça évolue plus tant au niveau de ce qui se passe dans le Pokémon. On voit beaucoup de rotation de ce qui était fait en 2010-2012 qui revient en 2020-2024. Fait que, tu sais, on dirait que le jeu se recycle pas avec des nouvelles choses. C'est pas tout le temps les mêmes mécaniques qui reviennent aussi. Fait que je trouve que c'est ça qui est le fun aussi de l'Orcana en ce moment, c'est qu'on a des mécaniques. À chaque set, on dirait qu'il y a une nouvelle mécanique qui rentre, qui a rapport avec un mot-clé. Tu sais, comme là, on va avoir beaucoup plus d'ingénieurs dans le prochain set qu'on commence à voir. Fait que, tu sais, il y a tout le temps un petit côté spicy à chacun des sets qui est quand même cool à explorer puis à voir avec le futur. Donc, merci Clara pour d'avoir partagé ça avec nous. Si on saute tout de suite à la prochaine section qui est dans le fond ta section où est-ce qu'on va parler un peu de tes expériences dans les différents DLC. Je crois qu'on t'a vu à Toronto. Tu as été à Vegas. On va parler peut-être de Seattle. On ne sait pas si tu y vas ou si tu y vas pas. Est-ce qu'il y en avait d'autres que tu avais fait? Non. J'ai... avec la fureur qu'il y a eu dans les DLC, je pouvais pas me rendre autant financièrement à celui qui était aux États-Unis à ce moment-là. Puis là, j'ai vraiment mis les fonds de côté, j'ai mis la pratique et tout ça, puis là, je me sentais confiante pour à partir de Toronto. C'est un petit peu plus accessible, on s'entend, là, au Canada. Ouais. Puis, c'est ça. Mais j'ai suivi les aventures, les championnats, des vidéos sur YouTube, des autres championnats qu'il y a eu. Puis c'est ça. J'étais arrivé à Toronto et certains le savent probablement au Québec, dans la communauté, ben je jouais vraiment intense Mufasa dans un Red Fasa, 100% personnage. J'ai fait un presque 100% personnage, je pense, pour Toronto. Et mon deck a super bien été. Même s'il m'a trahi à certains moments avec des 3 Gastons par partie, 2-4 non ancrables, ça fait mal, mais quand même réussi à faire 32 points au final. Premier DLC, fait. Ouais, bonne expérience d'ailleurs pour un premier DLC d'avoir 32 points. Puis par la suite, je pense que tu as été à Vegas aussi. Donc, oui. Parle-nous un petit peu plus de Vegas. Oui, ça, ce fut toute une aventure parce que autant d'être réuni avec les gens du Québec là-bas, mais c'était la première fois que j'allais aussi loin dans les États-Unis, dans l'Ouest. Puis à 2000 personnes, c'est intense. À Toronto, on était 1000, c'était un petit peu plus cosy comme ambiance. 2000 personnes, la pression est là quand même. Ouais. Puis la première journée, je savais pas quel deck jouer. J'avais 3-4 choix, je n'étais pas décidé encore. Puis là, j'étais comme, je vais niaiser avec un deck jaune-bleu thématique de Queen pour tester, voir le terrain. Puis j'ai adapté le style de play de ce deck-là de passer de jaune-bleu à jaune-vert le samedi. Mon deck est quand même assez particulier. Il a pris tout le monde par surprise. Puis c'était un petit peu ça mon but. Je l'avais testé à Toronto. Genre un petit peu subtilement. La deuxième journée, j'avais réussi à faire top 16 ex aequo. Fait que je me suis dit, bon ben si je change un peu la sauce, peut-être ça va performer. Puis oui, en effet, ça l'a performé. Clairement. Quand même, ouais. Donc, t'as fini, si je me trompe pas, dans le top 16, c'est ça? Même... Oui. Ouais, c'est ça. Top 16, fait que t'as eu ton invitation pour les Continentals. Donc, félicitations. Tu fais partie d'une des Québécoises qui va se joindre à certains d'entre eux. En fait, nous, on n'est malheureusement pas en mesure d'y aller cette année, mais on travaille fort aussi pour continuer. Puis,
étant donné que tu as ton Continental Invitation, est-ce que Seattle est une option pour toi en ce moment ou c'est quelque chose en ce moment que tu ne planifies pas faire? J'y aurais été à Seattle. Ça, c'est une histoire qui est assez drôle. Dans le temps des Stitch, j'ai gagné un Stitch que j'ai vendu. Et avec l'argent de tout ça, je me suis acheté des billets VIP pour Evanescence qui tombent exactement à la même fin de semaine que Seattle. Je suis bien content. Mais j'aurais aimé que ça soit 2 fins de semaine différentes, honnêtement. Priorité, Ouais, Clara, priorité. Ben oui, ben non. On peut Donc, comprendre ça. pas de Seattle de ton côté. Mais, anyways, Non. tu as déjà ton invitation, donc c'est sûr que ça enlève un petit peu de pression de devoir le faire aussi, j'imagine. Très certainement, mais j'ai plein d'amis qui font à Seattle. Puis, sérieusement, je leur souhaite vraiment la possibilité d'avoir la place au Continental, de faire top 64 et même de faire des bonnes performances. Là. Oui, effectivement. On a, je pense qu'il y a quelque chose que tu parlais tantôt durant le Vegas, que t'es reconnu au travers de notre petite gang au Québec pour être la personne qui a les decks les plus surprises, si on peut dire, dans la communauté. Je pense qu'à chaque fois qu'on s'est croisé dans des set championships ou dans des tournois, il y a tout le temps un deck spicy dans le groupe, c'est souvent le tien. Même GF, je pense qu'il n'est pas capable d'être autant spicy que ça. Là. Je suis spicy, mais je ne performe pas autant que Clara, malheureusement. Ouais. Qu'est-ce que. Tu sais, si on pousse un petit peu plus loin, comment tu viens à. Tu n'es pas obligé de tout dévoiler tes secrets, mais comment tu t'arrives à deck build des decks comme ça? Puis, tu sais, c'est quoi ton thought process d'aller chercher des decks aussi peu populaires, on va dire? Là, dans le fond, on les voit rarement, puis de performer autant que ça. Ben, ça me dérange pas d'en parler de ça parce que le fait d'en parler va amener une diversité dans la méta. Puis ça, je le dirai jamais assez. Je veux arriver à une compétition, là, puis ne jamais me battre contre le même deck 2 fois. Ça commence à se produire justement avec ce set-ci. Oui, absolument. C'est ça qui m'est arrivé, moi, samedi. 5 match-ups, 5 decks différents. Ben, c'est ça qu'on veut. Justement, pour répondre à la question, mon thought process par rapport à ça, c'est que je vais dans la counter meta. Je prends ce qui est déjà établi en ce moment. Pour Vegas, c'était principalement les 3 decks. On avait Ruby Sapphire, Ruby Saphir, Ruby Améthyste et Jaune-Gris, qui étaient les 3 prédominants. Et les 3 ensemble, je pense qu'ils faisaient proche de 60% quasiment. de tous les decks. Je me suis dit, bon, ben, on va faire un deck qui va contrer bleu-rouge, rouge-mauve. Qu'est-ce qui bat ça? C'est généralement un deck qui est aggro. Mais j'avais testé justement aggro à Toronto. Ouais. Donc, j'ai pas été de rien. J'ai parti d'expérience aussi, de mes connaissances que j'avais et de ce que je voulais avoir pour contrer certains styles de deck. Ouais. Donc, je savais que je voulais quelque chose qui aille quester rapidement jusqu'à 13 à 16 dans les 6 premiers tours, 6-7 premiers tours, être en mesure d'arriver au Be Prepared puis avoir quand même des réponses après, une bonne consistance pour aller chercher 1 à 2 lore par tour après. Oui, effectivement. J'ai vu un de tes matchs que tu as joué contre, je me rappelle plus, c'était filmé, c'était un Day 2, puis tu sais, le gars, tu sais, t'avais Chernobog, il a top deck la carte, puis il l'a frotté sur la table, puis il essayait. Puis c'est juste ça qu'on veut dire par la communauté de l'Orcana, tu sais, comme le fun que vous avez eu, ce moment-là, tu sais, comme lui, il a top deck Be Prepared,
tu aurais pu être super salty, puis même si tu avais des cartes en main, puis tu savais que tu en revenais de ça, puis lui, il était un peu top deck, mais c'est ça qui est nice de la communauté de l'Orcana. Vous avez vraiment eu du fun, puis ça a vraiment monté, puis même les commentateurs, ils disaient comme la beauté de l'Orcana, puis le fun, même dans des high stakes comme ça. Fait que c'était vraiment, vraiment cool. Mais une question que j'ai pour toi, Clara, c'est si tu donnais un MVP de ton deck, tout le week-end là, à Vegas, tu dirais ce serait quoi tes top 2 cartes qui ont le plus performé pour toi? Comme tu joues des cartes super spicy, tu as comme t'as Chernobog, t'as Pegasus, le Shift, puis le Small, t'as des Kid Cloud Kicker, Baloo, comme plein d'affaires. Fait que donne-moi ton top 2, puis pourquoi ils ont été MVP même. Je peux-tu dire un top 3? J'ai vraiment un top Vas-y. 3 là-dessus. Good. Ok. Je dirais Ursula. Parce que au-delà du aggro de l'ensemble aggro qu'on a dans ce deck-là, c'est vraiment la carte qui permet d'aller chercher au bon moment les cartes dans la main de ton adversaire et de les discarter. Un Grab Your Sword, c'est fatal pour aggro. Un Be Prepared quand t'es pas en mesure de faire quoi que ce soit avec, ça fait mal. D'être en mesure de les enlever au bon moment, c'est pour ça qu'il y en a 4 dans le deck, j'en enlèverai pas. Par la suite, on a les 2 shift lines, Queen et Pegasus. Les deux ont leur rôle, et en aggro, c'est surtout de garder le contrôle du jeu. Si on n'est pas en mesure de garder le contrôle dans les 4-5 premiers tours, c'est done. Et pour finir, la ligne Clarabelle, elle a été phénoménale de remplir ma main sur 2 ou 3 tours. Ça fait une différence après. Quand que je parle de consistance, là, c'est pas juste de dire, ben, je mets mes personnages, je rentre dedans. Ouais. Ça serait d'être capable d'aller rechercher aussi ton tempo avec ta main et tout ça. Là. Fait que je pense que la ligne Clarabelle est excellente aussi. Là. Puis Clarabelle, c'est le genre de carte que, tu sais, comme, on le voit avec le prix. Là, le premier week-end qu'elle a sorti, la carte n'était pas très haute en termes de prix, mais tu sais, c'est une carte que vraiment faut que tu la joues pour pouvoir voir la force que ça a. T'sais, dès que ça lève puis tu piges 4, 5, 6 cartes, là, c'est incroyable. Il n'y a aucune carte dans le jeu qui te permet de revenir comme ça. Fait que c'est vraiment, vraiment intense. Puis, comme tu dis, Ursula, moi, je suis un gros fan de Ursula, la verte, le jus vert. Là. Puis, c'est comme, je trouve que c'est la meilleure carte de l'Orcana. Period. Il n'y a pas de carte qui impacte comme Ursula. Peut-être Pete en deuxième, maintenant qu'on a Pete, là, mais Ursula, là, le fait de comme baiter ton adversaire puis attendre, mettons, le tour 5 ou 6 pour y enlever son Be Prepared, ou comme le tour 3 pour voir sa main puis enlever son grab, comme tu dis. Puis tout ça, je trouve que c'est incroyable comme carte, là, puis c'est très, très sous-estimé. Là. Le monde savent que c'est bon, mais c'est encore meilleur quand tu sais quand la jouer. Parce que beaucoup de monde va la jouer tour 2, je regarde ta main, puis j'enlève de quoi. Mais tu veux des fois la garder, très souvent, même tu veux la garder, puis pouvoir enlever au moment opportun, parce que ton adversaire va jouer jusqu'à ce moment-là. Fait que pouvoir choquer ce moment-là pour lui, ça déstabilise son jeu au complet, puis c'est ça que le monde... C'est elle qui m'a sauvé dans mon set championship en fin de semaine. Oh! Ouais. Fait que, on en parlait tantôt, là, mais Ursula a joué un gros rôle parce que j'ai joué Green Steel. Là, je vais tout de suite passer à ce que je jouais. Là, je jouais Green Steel, puis d'avoir le petit Diablo tour 1, puis de voir exactement ce qu'il y avait dans sa main, puis de ne pas le voir. J'avais vu sa main, je savais ce qui s'en venait, puis j'avais mon Diablo dans ma main que je savais très bien que si je la mettais, c'était fait. Puis j'ai attendu, j'ai draw une Ursula, j'ai attendu 2 autres tours, puis bam, j'ai été chercher la chanson, puis après j'ai joué mon Diablo. Ça l'a complètement cassé. Là. Mais ouais. Fait que... non, je pense que c'est une très bonne question, Dan, que tu avais aussi de ce côté-là pour le top 3. Fait que si on récapitule un petit peu, c'était la Ursula, les 2 lignes Pegasus et Queen et la ligne Clarabelle.
Oui. Le reste du deck est. c'est le core. Puis tout ça. En termes de deck tech, comment piloter et tout ça, il y a toutes des petites manœuvres qui sont très intéressantes à aller voir plus en profondeur. S'il y en a qui veulent avoir des conseils là-dessus, puis en parler vraiment davantage, toujours open à en parler. Mais c'est sûr que j'ai essayé plein d'affaires avec ce deck-là. Je suis rendu à ma 4e version du deck aujourd'hui. Puis j'ai tout le temps, à chaque fois que je faisais des matchs, je le modifiais un petit peu pour l'adapter aux changements qu'il y a eu. Parce que, ben justement, on peut en parler aussi, là, mais à Vegas, il y avait les Green Steel qui ont vraiment très bien performé. Puis étonnamment, avec beaucoup de bon gameplay, avec jaune vert hyper aggro, j'étais capable d'avoir 2-0 contre Green Steel. Ouais, Green Steel est quand même. Si tu sors fort avec un aggro, Green Steel peut pas faire grand chose parce que ta main, tu sors tellement vite qu'avant même que Green Steel ait le temps de commencer à te faire discard, t'en as plus de main. C'est ça. Fait que, puis Green Steel n'est pas capable de gérer ton board tant que ça. Du moins pas rapidement. Exactement. On parlait de contrôle du board tout à l'heure qui est excessivement important pour jaune vert. C'est quelque chose que j'ai compris directement dans les premiers matchs. Et justement, contre gris vert, de utiliser cet aspect-là du jeu a permis de faire un 2-0 direct. Là. Ouais. Puis là, une des grosses différences aussi, c'est de jouer Kid Cloud Kicker. Là. Comme, ce qui choke vraiment aggro, là, c'est quand Green Steel joue Ursula, là, celle qui chante 2 fois. Là. Si t'es pas capable de contrôler Ursula qui chante 2 fois, puis elle te fait Storm 2 fois ou elle te fait Strength 2 fois, puis sur tes characters, ça choke ton jeu. Mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de decks un peu plus aggro. Même le mauve vert, il commence à jouer des comptes de 3 parce qu'on n'a pas de removal dans le vert à moins d'attendre les Welcome puis les Bruno puis tout ça. Mais c'est pour ça que beaucoup ont réintégré 3 kits Cloud Kicker parce que c'est la seule façon que tu peux, que ce soit sur le draw ou sur le play, contrôler une Ursula. Puis c'est avec Kit Cloud Kicker, t'as pas d'autre tool que ça. Sérieusement, ça, je vais le garder pour plus tard, mais je tiens juste à dire que vert mauve hyper aggro, là. Oh, que c'est challengeant! Ouais, effectivement. Ça quest vite, puis les Mime Fox peuvent tellement arriver, puis faire du 2 pour 1, ça protège tes personnages, puis ça tue les tiens en même temps, c'est rough. Ouais, effectivement. Ouais. Good. Donc, merci Clara pour cela. On va passer au prochain topic. Tournoi de 600 joueurs qui avait lieu en France le week-end dernier. Dan, je pense que tu voulais nous parler un petit peu des résultats, puis aller un petit peu plus en profondeur sur certains decks. Donc, je te laisse la parole là-dessus. Ouais, yes, gros tournoi, 600 joueurs, comme tu viens de dire. On l'avait en live stream sur Twitch, puis on l'avait Kawa de Podcana qui faisait la rediffusion sur la chaîne YouTube de leur podcast de Podcana en anglais. Fait que ça, c'était vraiment cool. Beaucoup de decks très variés, là, comme disait Clara, il y a énormément de variétés dans la méta. Tu peux jouer jaune-vert, mais pas nécessairement le song deck, un deck un peu comme Clara, mais tu peux jouer aussi comme du Sisu on Ice, mais il y a le build avec Maurice Workshop aussi, il y a le build plus on Ice que tu joues avec plus de Sisu Control. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment cool. Fait que dans le fond, dans le top 8, on avait Steel Song. En deuxième place, on avait Emerald Amethyst. Après ça, on avait Popsicle. Après ça, Bounce. Puis quand on parle de Bounce, c'est le vert mauve. Puis après ça, on avait du rouge-bleu, rouge-mauve, rouge-bleu, puis du Green Steel. Fait que tu sais, une méta quand même vraiment variée. C'est le build Amber Steel Song qui a gagné, mais pas agressif. Tu sais, 4 Cinderella, 3 grosses Cinderella. Fait que
semi-agressif, tu sais, 3 Piglets et des Lawrence. Donc, tu sais, comme on se donne un... Tu sais, on n'y va pas aussi all-in avec Daisy Duck, mais on a quand même des tools puis des personnages qui vont quester pour beaucoup. Moi, Lawrence, je trouve que c'est une excellente carte. Là. Surtout, ça va activer ton Rapunzel, mais ça quest aussi pour 2. Puis, tu sais, c'est un gros threat. 4, ça tue beaucoup d'affaires dans l'Orcana. Fait que il y a cet avantage-là aussi. Puis, tu sais, on a le bon vieux fidèle Ruby Améthyste, que le gars a fait 9-1-4, là, pareil, là, puis 9-1-4. Puis, juste pour dire qu'il jouait le 5e chapter, ben, il a joué une library, a gift from Bell, for Bell, puis c'est la seule carte du chapter 5 qu'il jouait. Fait que ça vous donne à quel point c'est un bon deck. Tu pourrais le jouer comme le dernier chapitre, puis tu gagnes, puis t'es un bon joueur, tu gagnerais sûrement des Ça m'étonne qu'il n'y avait pas de Elsa, de Fifth Spirit. Oh my god. Ouais. Cette carte-là est brutale, hein? C'est tellement. Ouais, elle fait mal. Ouais, c'est tellement bon. Puis, tu sais, pour revenir à ton point, Clara, on parlait de vert mauve. Je trouve que c'est le deck. Puis, je suis un peu biaisé parce que c'est un deck que je joue beaucoup, là. Mais je trouve que c'est un deck qui a vraiment réinventé son identité avec le nouveau chapitre 5. Tu sais, comme tu peux le jouer très aggro, comme Nick. Tu sais, donc, c'est Merfolk, Banzai, Pegasus, Shift, protège tes Banzai puis tes Merfolk, continue à te quester puis tout ça. Ou tu peux la jouer maintenant une version qu'on appelle Mid-Range Control, qui n'avait pas vraiment de deck mid-range control avant. Fait que là, c'est quelque chose que tu peux contrôler le lore de ton adversaire avec Lyle Tiberius. Tu as la ligne de Clarabelle pour piger beaucoup plus de cartes. Tu as Ursula pour choker Steel Song à la fin, pour choker les chansons puis le removal. Puis ça joue juste 6 chansons, 4 Friends, puis 2 You're Welcome. Il y en a qui jouent les Locations, puis le Chromicon, il y en a qui jouent pas, mais beaucoup des decks de cette fin de semaine. Puis tu sais, comme si vous regardez là, sur Index, on a le gros tournoi, puis on a plein de championships, des fois 40, 60 joueurs. Beaucoup de joueurs de mauve vert ont commencé à dropper les Locations, juste parce que à la vitesse dans laquelle tu vas opérer, parce que le Location ne te permettra pas de gagner contre bleu, rouge. Puis bleu-rouge, c'est un des match-ups les plus toughs pour vert-mauve. Vert-mauve est quand même très solide dans tout ce qui est le reste. T'sais, comme si tu es un bon joueur de vert-mauve, que ce soit aggro ou contrôle, Ruby Améthyste, c'est quasiment free. Puis quand je dis free, c'est comme une très bonne chance de gagner. Mais contre bleu-rouge, ça peut devenir vraiment challenging, à moins que tu joues comme Nick, où est-ce qu'il jouait comme vraiment les Merfolk, toutes les tools aggro que tu peux avoir. Et même avec, comment t'appelles ça? Avec Pegasus, puis le gros Pegasus. Ouais, je pense qu'on a perdu. On va revenir. On peut continuer en attendant. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Et voilà, on vient de la récupérer. All good. Donc, il y a eu de la diversité aussi de ce que j'ai vu. Là. J'ai été voir un peu sur Ringdeck aussi. Fait énormément de diversité. Puis c'est ça qui rend le jeu de plus en plus fun en ce moment. C'est que tu n'affrontes pas tout le temps la même affaire tout le temps. Fait qu'il faut que tu connaisses ton deck. Il faut que les pilotes s'ajustent aussi à comment piloter leur deck en fonction de ce qu'ils affrontent. Donc, c'est là qu'on va commencer à voir peut-être les meilleurs joueurs ressortir aussi. Fait que, tu sais, on va avoir ça sera plus juste de comprendre comment jouer ton deck, mais ça va être aussi de comprendre comment jouer contre un autre deck. Fait que ça va être truc. Un deck que je vois qui a de la misère à performer ces jours-ci, c'est le bleu-gris. Tu sais, comme on le voit pas beaucoup dans... Tu sais, si tu t'enlèves l'exception des DLC où est-ce que tu as vu son appearance une fois de temps en temps, mais on dirait que c'est un deck qui est moins représenté dans beaucoup de tournois. Tu sais, comme tu vois des Store Championship ou tout ça. Puis tu regardes les decks sur Index, puis même dans le tournoi de 600 joueurs, le premier Blue Steel qui s'est rendu haut, il était dans les top 32 quand même. On le voit moins aussi. Peut-être que le monde essaie d'autres genres de decks. Ouais, peut-être que le monde essaie d'autres sortes de decks. Je sais pas s'il y a une explication puis tout ça, parce que ça reste quand même un vraiment bon deck. Selon moi, toi, Clara, qu'est-ce que tu penses de Blue Steel? C'est un deck c'est un deck qui prend beaucoup de temps et de maîtrise à apprendre. Puis c'est pas un deck que tu peux ramasser comme ça puis le jouer. Dire oui, ça va bien aller, je connais mes match-ups et tout. Non. J'en parle avec certaines personnes qui jouent ces couleurs-là, puis ça prend... Comment je peux dire ça? Ben, je pense que le misplay est tellement facile à faire avec ce deck-là que ça pardonne pas en plus. Si tu fais ton misplay, t'es fait. Fait que ce que j'ai remarqué, c'est que la marge d'erreur est tellement minime que tu veux pas rentrer là-dedans.
Ben, il y a ça, surtout, un misplay, c'est fatal. Mais il y a aussi, si jamais tu dépasses tour 5, 6, 7, ben, tu en crées beaucoup. Il y a Whole New World, il rame, tout dépendamment quel build que tu joues. Et tu te ramasses dans une position où est-ce que tu as 3-4 lignes possibles dans chacun de tes tours. Ouais. Rendu là, avec le temps qui nous est donné en tournoi, puis le stress qu'il peut y avoir à un certain niveau, quelle décision que tu prends pour être le plus optimal à chaque tour? Ouais. Effectivement. Puis, contrairement à Rouge-Bleu, là, un des problèmes, c'est que Rouge-Bleu, dans le pire des cas, t'as Be Prepared puis Sisu qui peuvent vraiment te sortir du pétrin. Tu sais, c'est des board wipes. Tu sais. Bleu-gris, t'as pas ça vraiment. Tu sais, t'as Grab Your Sword, si tu joues Grab Your Sword, puis le plus tard que tu joues Grab Your Sword, le moins que c'est effectif. Personne, c'est pas comme quasiment. Be Prepared puis Sisu, tu sais, où est-ce que le plus tard tu joues, ça l'impact, puis tu es comme, OK, ben peut-être que je vais revenir. Fait que t'as pas cet élément-là de board wipe puis reset que tu peux faire. Fait que c'est un deck qui est vraiment dur à jouer. Je pense, tu sais, on le dit souvent dans le podcast, c'est peut-être le deck le plus dur à jouer dans le temps, ça l'est peut-être encore maintenant, tu sais. Puis, tu sais, on parlait de board wipe, puis il y en a un troisième qui existe avec le Under the Sea Kida. Kida Shift Under the Sea. Ça aussi, ça te board wipe du monde, c'est pas long, là. Fait que tu sais, c'est comme. On commence à avoir un peu plus de board wipe qu'avant. Tu sais, on a commencé, il y avait juste B-Prep. Depuis le Chapter 4, on a Sisu B-Prep, puis Under the Sea. Fait que on risque d'en voir de plus en plus aussi. Fait que j'espère qu'un jour, on va être en mesure d'en voir un dans chaque couleur aussi, là. Mais peut-être pas. Je veux un wipe dans chaque couleur. Ça. Ah ouais, avec l'air saveur, là. Ah ouais. Dans un bleu, board. dans tous les personnages à la salle. Genre bleu, tu mets tout le monde dans l'encre, là. Tu mets tout le monde dans l'encre avec bleu, là, let's go. Ça serait insane. Good. Y avait-tu autre chose que tu voulais ajouter par rapport à ce tournoi-là? Parce qu'on a un gros sujet chaud qu'on doit aborder aujourd'hui. Non? All right, good. All Donc, good. c'est ce week-end qu'a commencé les 7 championships pour Shimmering Skies. Je me souviens pas, Dan, si t'en as fait. Je pense que tu disais que t'attendais la semaine prochaine, je pense, ou l'autre d'après. Ouais, non, ça. même pas la semaine d'après, j'ai juste 0 temps. Mais je vous follow, puis je commente sur vos résultats. Fait que GF, toi, t'as été, si je me trompe pas, au Imaginaire samedi. Exactement, au promenade Saint-Bruno et non pas à Sherbrooke. J'étais quand même pas allé dans le même que Clara, là. Il lui laissait des chances. Mais non, j'étais allé au promenade Saint-Bruno. Mais avant de parler des résultats, je pense qu'on en parlera un petit peu après. Il y a une situation particulière qui est arrivée cette semaine à ce 7 championship-là. C'est la première fois que je voyais ça. J'en ai déjà parlé dans des épisodes précédents. Vous m'avez déjà entendu péter une coche là-dessus. Les intentional draws. Donc, la situation qui est arrivée, c'est que le juge sur place a décidé, puis il l'a même lui-même avoué, c'est pas un super grand connaisseur de l'Orcana, il n'a pas joué énormément, mais il a décidé au début du tournoi, dis-moi, je ne veux pas voir d'intentional draw pendant le tournoi. Si je vois un joueur faire ça, c'est un auto-loss. Donc, j'interdis les ID. Je t'avouerais qu'au début, je portais plus ou moins attention parce que, premièrement, j'en fais pas, j'aime pas ça, puis je m'arrange pour gagner mes matchs, comme Dan dirait, get good. Mais après le 4e match, il y a un joueur qui est venu me voir, puis fâché noir, là, puis c'était, ben là, qu'est-ce que tu vas faire pour ça, là? Là, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Le juge interdit les ID, là, ça n'a pas d'allure, là, tu vas en parler au podcast, j'espère? Moi, de répondre à la personne, ben écoute, moi personnellement, tant que tout le monde est au courant, j'ai pas de problème avec ça. Tu sais, j'aime pas ça, les ID. Mais par contre, après le tournoi, par la suite, on a eu une discussion là-dessus, moi, Billy et Dan. Puis Billy, bon en arbitre comme il est, a réussi à ressortir la règle officielle de l'Orcana sur les ID. C'est légal, un ID. Donc, techniquement, l'arbitre n'a pas le droit d'interdire les ID. Ce qui est illégal, par contre, c'est que tu peux proposer une fois à ton adversaire, est-ce que tu veux faire une nulle intentionnelle? Si ton adversaire dit non, techniquement, tu n'as pas le droit de lui redemander, puis tu n'as jamais le droit de proposer une compensation quelconque pour un ID. Genre, regarde, si on fait un ID, je suis sûr d'être top 8, on partage nos prix. Est-ce que tu veux? Ça, tu n'as pas le droit.
Tu n'as vraiment pas le droit. Puis si ça arrive, ça peut mener à une disqualification. Donc, c'est ça. Situation étrange parce que pour la première fois, j'ai vu quelqu'un dire non, il n'y aura pas d'ID dans mon tournoi. Mais aussi bête que ça puisse penser, il était dans le tort parce que tu n'as pas le droit d'interdire ça. Malheureusement, ça fait partie des règles. Alors, il faut s'y conformer. Tu sais, je pense qu'il y a une affaire qui est importante de se rappeler, puis c'est que l'Orcana est un jeu qui a débuté en août 2023. On est en octobre 2024. Les 7 championships ont commencé quand? En mai? À peu près, oui. Juin, mai? Non. Je 7-3. pense que c'est avril, mai. Avril. Printemps 2024. Ouais, Avril. ça fait pas longtemps. Là. Fait il y avait très peu de 7 championships quand ça a commencé avec les Stitch. Je pense qu'il y avait comme une dizaine de boutiques qui faisaient des 7 championships. 7-4, on a commencé à avoir des nouvelles boutiques à en faire. 3 mana a commencé à en faire. Ils faisaient pas, je pense, 7-3, hein, 3 mana. Ils ont. Oui, il y en a sont arrivés. Ouais, ils en ont fait un. Oui, il y en avait ouais, beaucoup. Ouais, mais Ouais. on voyait moins de stores qu'aujourd'hui. Tu sais, le 7-5, on a. Parce que c'était Ouais, condensé aussi. sur 2 semaines. Genre, puis c'était pas tout le mois. Exact. tu sais. Exact. Mais là, Vas-y. on voit des stores qui sont un petit peu moins habitués de faire des 7 championships. On voit des stores qui ne vendent même pas de single faire du store championship, donc connaissent pas les cartes, connaissent pas nécessairement tous les règlements. Eux veulent tranquillement rentrer. Puis pour avoir été affilié avec un LGS il n'y a pas longtemps, je sais à quel point c'est complexe de devenir un store autorisé l'Orcana. C'est pas juste une application que tu fais en ligne, puis et voilà, c'est réglé. Fait que de voir plus de magasins, c'est super le fun. Ça nous permet d'avoir plus de 7 championships, de diversifier aussi les talents un peu partout, puis de justement avoir des gens qui n'ont pas nécessairement la chance d'avoir des promos, en avoir maintenant. Mais il faut garder en tête que c'est pas tous les stores qui connaissent les règlements. C'est pas. Il n'y a pas encore de programme de judge officiel. Je sais que Ravensburger en a parlé, mais il n'y a rien qui a été mis en place en ce moment pour devenir judge officiel. Donc, j'en parlais justement avec Pat, puis il m'a forwardé aussi le livre de règlement du jeu. Puis c'est quelque chose que je me suis fait imprimer. J'ai les deux imprimés, règlements et aussi les comprehensive rules qu'on appelle du jeu direct, puis aussi les tournament rules que tu peux trouver. Tout ça est trouvable sur ravensburger.com. Donc, je pense que c'est important de le savoir, puis de justement être en mesure. Moi, je le traîne maintenant dans les 7 championships, juste s'il y a un problème avec le judge ou quoi que ce soit qui ne connaît pas nécessairement le règlement, de pouvoir justement sortir le livre, dire, regarde, c'est correct, mais on peut-tu regarder le règlement ensemble puis voir qu'est-ce qui est la cause de tout ça. Puis je pense que c'est super important de les lire en tant que joueur. Si tu n'es pas au courant du règlement, comment tu peux t'attendre à ce que le judge aussi soit au courant du règlement? Ouais. Ça arrive des questions, ça c'est correct. Puis c'est ça le commentaire que j'ai en rapport avec ce qui est arrivé en fin de semaine, c'est que c'était particulier, mais en même temps, si tu n'es pas d'accord avec un call, si tu crois que c'est subjectif, alors à toi d'essayer de prouver le contraire. Si c'est objectif, si c'est vraiment noir sur blanc, voici les règles, là, tu n'as pas rien à dire. Le cas présent, on avait un cas où l'arbitre était subjectif. Selon son opinion, ça ne devait pas avoir lieu. Il n'était pas au courant. Il n'y a personne sur place qui semblait au courant de la règle officielle. Alors, on a continué comme ça. Mais bref, c'est ça. Mais, tu sais, moi, je vais me mettre à la place du judge aussi. Puis, le joueur n'est pas plus au courant du règlement. Exactement. Le joueur prend pour acquis que ça a été fait partout, puis que c'est correct. Mais en fin de semaine, j'en ai eu des personnes qui m'ont demandé un draw par plusieurs fois, puis j'ai dit non. J'ai pas sorti la règle de tu me l'as demandé 2 fois, je vais te DQ pour ça, on va jouer. C'est un petit tournoi avec des très bons joueurs. En fin de semaine, où est-ce que j'étais, on était 12, mais il y avait du calibre. Mais tu ne dois pas demander plus qu'une fois veux-tu ID? Si c'est non, puis on joue. En même temps, on paye pour jouer, là. On paye pas pour regarder les autres jouer. Oui, exactement. Moi, c'est une affaire que je trouve plate là, de finir mes matchs. Puis c'est sûr que c'est un peu subjectif mes affaires parce que j'ai jamais des decks qui sont très longs à jouer. Là. Souvent, je finis mes matchs, il reste 15 minutes dans le match en fait qu'il reste 30 minutes souvent à attendre. Mais j'aime pas ça attendre. Là. Moi, je pourrais jouer back-à-back puis on clenche. Là. Ah, exactement. Puis comme dans la situation présente, le juge avait un bon point. Sa validation de ça, c'était
c'est supposé être familial. Je veux pas qu'il y ait je veux que le monde puisse jouer des parties qui valent dire quelque chose. Je veux que le monde, qu'à la dernière ronde, s'ils ont des chances, qu'ils puissent rentrer puis qu'il y ait du plaisir. Ses intentions étaient bonnes, mais ça a été une situation, c'est ça, spéciale, mettons, là. Ouais. Ouais, puis je serais curieux de t'entendre un peu, Clara, dessus, parce que tu joues beaucoup dans les tournois. Tu sais, comme moi, j'ai joué beaucoup avant de prendre ma grosse sabbatique sur laquelle je suis en ce moment. Fait que j'ai une opinion dessus, mais j'aimerais ça. Dis le gars Ben, qui cherche encore des Ursula Foil. Puis... ouais. ben, tu sais, on va se dire, on va mettre ça sur la table tout de suite. Quand on est dans des tournois, il y a des prix. Il y a des Mhm. fois, des fois, c'est relativement casual, ou est-ce que, tu sais, oui, c'est des prix, mais c'est pas énorme. Mais je me rappelle dans les premiers Sub Championship, là, les gens allaient en Ouais. tournoi pour gagner des cartes qui, à ce moment-là, valaient 800. 600 à 1000 $. Ouais, Puis, tu 800. sais, on là. s'entend là. Ouais. Moi, de me faire dire, ah ouais, ben, à cause d'une décision d'un ruling ou quelque chose, j'ai pas ça, là. Quand que j'aurais pu l'avoir concrètement, Ouais. n'importe qui, ça fait quelque chose. Ça porte atteinte Ouais. aux émotions des gens, puis ça fait ressortir des choses. Petite parenthèse, je suis vraiment contente pour une chose avec les Mirabelles en ce moment. Top 8 au lieu de top 4, Oui. ça Ouais. allège Ouais. beaucoup cette espèce de Stress de performance. d'émotion-là. Ouais. Mais je tiens à dire qu'en gros tournoi, oui, si on peut s'en tenir à dire que les intentional draws, c'est quelque chose qui est legit, ça fait partie du tournoi. D'un point de vue stratégique, si tu as été en mesure de gagner en partant tes matchs, c'est un avantage que tu as, Ouais. c'est de la stratégie. Mhm. Ça fait Ouais. partie de la game, surtout dans le niveau compétitif. Est-ce que c'est fair pour les personnes qui sont en train d'essayer de rattraper? Ben, j'aurais tendance Plus ou à dire moins. oui, moi. Parce que t'as fait tes points, t'as fait tes Ben, tu sais, points. Ben, comme c'était oui. mon point. Puis c'est un peu mon point où est-ce que je veux en arriver. Tu sais, comme j'ai joué vraiment compétitif longtemps dans beaucoup d'autres jeux, puis dans les Lorcana au début. Puis tu sais, l'affaire, c'est que, surtout avec le Stitch, tu sais, un price pool à 700-800$ pour une promo, là, c'est sûr que t'as du monde qui faisait la tournée des magasins, puis tout, puis sur un condensé de 2 semaines, parce que le prix de la carte, le character, ce que le character représente pour Disney, tout le monde voulait cette carte-là. Tu sais, comme, moi, j'ai eu la chance d'en avoir 3, puis il y a des matchs que j'ai fait des ID. Là. Tu sais, comme la réalité, c'est que j'ai passé 6-7 heures dans un magasin. J'ai bien joué mes premiers matchs. Puis, veux pas, comme on le dit tout ici, je l'ai mérité de faire le ID. Parce que, tu sais, j'aurais peut-être pu aussi bien performer à la fin, mais je décide de faire un ID Mhm. pour assurer mon prize pool parce que j'ai super bien performé. C'est comme dire que c'est pas fair dans la deuxième journée des TCG que la première personne qui s'est qualifiée ben, commence automatiquement sur le strength of schedule qu'on appelle. Mais Ouais, cette exact. personne-là, elle l'a mérité. C'est un peu comme ça. Tu sais, on s'entend que c'est un jeu de cartes. Tu sais, même si tu es un excellent joueur, tu vas peut-être pas piger comme tu veux, puis tu sais, tu mulligan, puis tout, puis ton deck, il répond pas comme il veut, puis tu perds. Ça, c'est normal. Mais reste que la réalité, que si tu as bien joué, puis ton deck il a performé, ben tu mérites ça. De pouvoir faire ces ID-là, parce que moi, je m'excuse, mais je ne veux pas dépenser 8 heures dans un magasin puis finalement sortir là bredouille, tu sais, Mhm. il y a un peu de ça. Puis tu sais, comme, c'est pour ça qu'on en parle souvent, puis souvent, moi puis Jeff, on se taquine là-dessus, mais la réalité, c'est moi, je me sens comme ça parce que j'ai déjà pas beaucoup de temps dans la vie pour jouer. Fait que si je consacre 8 heures de mon temps, ben, je m'excuse, mais je ressors pas là les mains vides. Tu sais, fait que Ah, Ouais, c'est c'est ça. ça la je suis dans le réalité. même, je suis dans le même état d'esprit là-dessus. Tu Good. sais, je suis vraiment compétitif, mais genre, vraiment. Euh, je vais m'assurer de tout faire pour gagner. Tu sais, quand que je me Mm. présente dans un Yes. match pour être là, dans le game, je suis là pour gagner. Puis après ça, on peut jaser, puis genre, Ouais. troller, puis Ouais. anything. Mais pendant la partie,
C'est pas parce qu'on est super ben chum ou que genre, ah, ça m'a été ta journée que je. Non, je suis désolé. Ouais. Massacre de ta Ouais, journée. exact. Non, pas après la partie. Ouais. Mais pendant, oui. Ouais. Ben, tu sais, comme, puis pour revenir au sujet, tu sais, on a toutes nos opinions, puis vous, les auditeurs, vous avez, puis ceux qui écoutent le podcast, vous avez votre opinion, puis c'est bien correct avec ça, tu sais, puis on n'est pas là pour changer votre opinion. C'est juste que la réalité aussi, c'est que veut pas, c'est aussi une règle. Fait que, tu sais, comme je comprends qu'au imaginaire, vous l'enforcer d'une certaine façon, puis c'est leur droit. Il y a personne qui a challengé, puis regarde, ça en est là. C'est juste que d'un autre côté aussi, tu sais, il faut voir le point de vue des joueurs un peu compétitifs aussi, puis de voir tout aspect. Tu sais, il y a du casual, puis il y a du compétitif, puis c'est normal, puis les deux peuvent cohabiter aussi. C'est juste que faut vous attendre à ça, là, quand vous allez dans un store championship, puis il y a des beaux prices. Ouais, exact. Tu sais, le casual, c'est pas pour les 7 championships, on va se le dire. Tu sais, c'est une scène compétitive en ce moment. Fait que, veux pas, faut pas que tu t'attendes à ce qu'il y ait, comme on dit, des amis là-bas. Tu sais, c'est le fun de voir des gens avec qui tu compétitionnes souvent, avec qui tu es capable d'échanger, mais justement, ça reste un environnement compétitif. Puis je pense qu'il y a 2 points que je veux apporter. Tu sais, la première, c'est que la raison pourquoi aussi c'est encore très légal de faire un ID, c'est que dans Melee, ça reste un bouton qui est disponible en bas. Ouais. Tu as le bouton Intentional Draw. Fait qu'en partant, comment tu veux interdire ça quand le système lui-même te dit « Hey, t'es sûr que tu veux pas en faire un? » Parce que tu as l'option. Puis de 2, je pense que c'est mal... La raison pourquoi je pense que c'est mal vu par plusieurs personnes, c'est que dans le sport professionnel ou dans la compétition sportive, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de tu sais, tu verras jamais une équipe de hockey ou de football arriver et dire, ben regarde, les deux, si on fait un draw, on fait les séries, on ne joue pas le match. Je pense que c'est une mentalité qui est déjà installée du fait que le sport n'a pas ce style de jeu-là, qu'on n'est pas habitué de voir, de dire, ben regarde, les deux, on a besoin d'un point pour se qualifier. On fait un draw, les deux, on se qualifie, puis that's it. Tu reprends exactement mon exemple Non, de mais l'épisode bon. 3 ou 4, là, quand j'ai pété ma gueule, j'ai parlé des équipes de sport. Ouais, mais guys, pour le sport, là, on peut aussi dire une autre affaire. Tu sais, les 5 dernières games, là, il y a beaucoup d'équipes qui font exprès pour perdre pour avoir le premier choix de draft pick. Là. Non, c'est pas plus éthique. Là. Tu sais, on peut parler d'éthique, là, mais la réalité, c'est ça quand même. Puis si admettons, on parle de ID, là, veut pas, même si le magasin veut pas, il y a des façons de faire des ID que genre le monde va faire pareil. Tu sais, tu vas jouer ta game, tu vas attendre en time, puis là tu joues. Non! On a fait un draw. Fait qu'il y a plusieurs façons de le faire. Fait que, tu sais, comme, soit tu attends 55 minutes pour que quelque chose qui peut être fait en 5 minutes, ou, tu sais, exact, ou, tu sais, il n'y a rien de pire, là. Fait que, tu sais, that's the game. C'est un jeu à l'intérieur d'un jeu, là. C'est des maths. Dirait Martin Saint-Louis. C'est tout. Parfait. Donc, si on passe à nos résultats, je pense qu'on a fait le tour de la question du ID. Pour ceux qui veulent les règlements, je vais mettre le lien dans la description de l'épisode. C'est en anglais, par contre. Donc, on n'a malheureusement pas le... En fait, ils sont peut-être trouvables en français. C'est juste que moi, je navigue en anglais. Je trouve que c'est plus facile de mon côté. Résultat d'équipe. Donc, Dan, toi, les mains vides parce que tu n'en as pas fait. C'est ça. J'ai donné des thumbs up. Jeff, de ton côté, fait que Imaginaire Oui. à Saint-Bruno, combien de joueurs qu'il y avait? 32 joueurs. Ils ont dû refuser des inscriptions de dernière minute parce qu'il n'y avait plus de place. Ça, c'est quelque chose que je pense qu'on voit de plus en plus. Je ne sais pas dans ta région, Clara, de quoi ça a l'air, mais sur la Rive-Sud, dans le coin de Montréal, de plus en plus, il y a plus de participants au tournoi pour plusieurs raisons. Une étant que vu que c'est rendu top 8 et non pas top 4 pour les promos, c'est plus motivant pour les joueurs un petit peu moins réguliers, casual, parce qu'ils disent qu'ils ont des chances de peut-être faire top 8. L'autre raison, c'est que la game a grossi comme ça n'a pas de bon sens. Là. Mais c'était plein, 32 joueurs. Quand même une bonne organisation. Il y avait des petits détails, comme on disait, c'est pas une place qui est ultra habituée dans l'Orcana. Mais comme je jasais avec certains amis aujourd'hui, ce qui était le fun, c'est que c'est une place bien éclairée, puis il y a quand même beaucoup d'espace. C'était agréable à jouer. Donc, comme je vous promettais, j'ai apporté un petit deck spécial. Je suis allé avec mon bleu-vert habituel que je travaillais depuis quelques semaines. Puis avant le tournoi, j'avais fait en 2 soirées justement de petits tournois locaux. J'étais rendu 5-0-1 avec. J'étais quand même à l'aise. J'ai fait des petits changements de dernière minute.
Pour les curieux, on va partager la liste. Billy va montrer ça à l'écran. Donc, c'est un package que j'ai fait sans popsicle. Vraiment, aucun popsicle, aucun item. C'est un package qui était vraiment axé sur piger grâce au King Candy. Donc, j'avais le petit King Candy et le gros qui offre l'option Shift à 3, piger 2 cartes tandis qu'à de ta main. J'avais bien sûr les Grammatala, j'en avais 4. J'avais le package avec les Clarabelle. Comment ça a été? Premier match, j'affrontais un rouge-vert qui était un bon match pour moi. 2-0 pour moi assez rapidement. Deuxième match, j'ai affronté un joueur que je connaissais qui a souvent mon numéro et qui est probablement mon pire match-up de couleur. Mauve-rouge, perdu 2-0 quand même assez rapidement. J'ai fait une petite erreur de mon côté, puis il a été chanceux sur un coup, mais all in all, j'aurais perdu de toute façon. Troisième match, Blurple. Je sentais que j'allais gagner 2-0. Malheureusement, un top deck de Mufasa en fin de game de l'autre côté m'a déstabilisé, a fait tourner la balance de bord. Puis on s'est rendu au temps. On a fini la deuxième partie, il restait 6 secondes. Fait qu'on, ça a fini 1-1, un draw. Quatrième partie, Steel Song que j'ai complètement éclaté. Mon deck, il performe bien comme Steel Song quand même, mais il faut dire que j'ai été chanceux un petit peu parce que de son côté, j'ai réussi à complètement la museler avec les Ursula pour enlever les chansons bien timées. Donc 2-0. Puis j'étais dans ce qu'on appelle un win and end pour le dernier match. J'étais 2-1-1. Je gagnais, je rentrais. Je jouais malheureusement contre The Goat. Je jouais contre un de nos amis Eric qui jouait rouge-bleu. C'est un très bon joueur. Ça a été un match assez chaud. Il m'a battu 2-1. On s'est rendu la dernière game. On s'est rendu dans le temps, dans les 5 tours. Il m'a battu sur le 4e tour. J'ai fait un petit misplay à la fin de la partie. Par contre, je me sens moins mal parce qu'on a recalculé le tout, moi puis lui, après, parce qu'on se demandait comment ça allait affecter la partie. Puis ça aurait été un draw si j'avais pas fait ce misplay-là. Donc, les deux, on se qualifiait pas. Alors, il fallait vraiment que je gagne pour pouvoir rentrer. Donc, en tout, 2-2-1. Je suis satisfait quand même de comment j'ai joué. Le calibre était assez élevé. Puis je vois que mon deck est vraiment quelque chose. J'en ai reparlé après avec mon chum et Dan. On a fait quelques petites modifications, puis je continue là-dessus. Il y a du potentiel. C'est vraiment pas grand-chose qui manque. Fait que c'est ça pour pour mon Sub Championship. Puis j'en ai un autre dans 2 semaines. Nice, nice. Clara, de ton côté, tu as fait, tu disais Imaginaire puis le Griffon. Oui. Donc, Imaginaire, on était 12 personnes sur une possibilité de 14. OK. Donc, le contexte de l'Imaginaire à Sherbrooke, super place, mais c'est un magasin qui est dans un carrefour marchand. Il n'y a pas nécessairement beaucoup de place, autant pour accommoder 32 personnes d'un coup. Mais, tu sais, juste pour dire, parmi les participants là-bas, il y a une bonne base de joueurs qui sont très bons, même au niveau casual, je tiens à dire. Puis, en plus, on avait Nicolas Bellan qui était là, qui a fait top 64 à Vegas. Nicolas Robian qui a reçu son invitation à Toronto. Philippe Asselin qui a reçu son invitation à Toronto. Plein de personnes qui sont compétitives. Donc, on s'entend que c'est 12 personnes, mais c'est dur, là. Ouais. Ouais, Nick Bellam m'a texté ce matin-là, puis il me dit ouais, j'ai le festival du Day 2 DLC à mon tournoi. Genre, c'était juste des gros joueurs. C'était des bons joueurs. J'étais comme, ouais, c'est pas des chaudrons. Fait que de fil en aiguille, j'ai réussi à me faufiler là en 3e place pour le top cut. C'est un top cut à 4 dans ça. J'ai réussi à battre Bellan en demi-finale, puis Philippe Asselin en finale. Mais c'était rochant, là. Ça n'a pas été un easy win, là. Non. T'as joué ton deck de Vegas? Je l'ai adapté pour une méta. Okay. Je pensais que ça allait être une méta qui allait être plus influencée par Green Steel.
Je me suis battu contre tout sauf Green Steel. Puis je pense que je me suis même pas battu contre un deck je me suis battu contre un bleu-gris. C'était le seul qui avait du steel, je pense. Tout ça pour dire que les attentes qu'on a sont pas nécessairement ce qui se produit en réalité. Mais c'est ça. Victoire au bout du compte qui fut vraiment difficile. Puis le lendemain au Griffon, j'ai réussi à faire top 8. On était une vingtaine de joueurs à peu près. Puis en quart de finale, Nicolas a repris sa revanche de la journée précédente. Mais il m'a double battu. Je l'ai eu dans les rondes suisses. Il m'a clenché 0-2. Puis il y a comme une courbe d'apprentissage qui se passe. Tu sais, Nick qui est vraiment habitué à jouer son style de jeu, puis il est comme il savait dans quoi il s'embarquait. Puis moi, un petit peu moins. Fait que là, j'ai été un petit peu trop prudente. Puis je me suis fait avoir. Là, on s'est reparlé de la game après. Il m'a donné des bons conseils. Je le remercie en passant. Là, c'est toujours apprécié. Puis là, j'ai réussi à gagner une des games contre lui en quart de finale. Je me suis dit, bon, je suis satisfaite. That's it. Nice. Excellent. Fait qu'un playmat de champion. Ah ouais, ça part bien. Ça part bien le mois. Bon week-end. Ouais. Hey, il y a un petit point que j'avais oublié de préciser lors de mon tournoi dans la fin de semaine, puis je pense que ça vaut la peine d'y revenir rapidement. C'est que on dit souvent que l'Orcana, c'est familial, mais en même temps, dans les tournois, on voit surtout des joueurs plus âgés qui ont les moyens, on pourrait dire. Mais à l'imaginaire, en fin de semaine, il y avait un joueur, un petit joueur de 9 ans, Adrien, qui a réussi à faire top 4 en jouant, on s'entend sur 32 joueurs. Là. Il était 4-0 avant le dernier match-up. Puis le pire, c'est qu'il voulait faire un ID pour pouvoir aller manger puis se reposer un petit peu, puis il n'avait pas le droit. Oh non! Quand il parle, un gars crève de faim pour pas faire d'ID. Heureusement, son père était là lui aussi, puis son père aussi avait fait le top 8. Mais quand même, Adrien, 9 ans, top 8, puis après ça, gagne son premier match, top 4. Félicitations. Fait qu'il n'y en ait pas un qui me dise l'excuse que mes enfants sont trop jeunes pour jouer. Non, non. Si tu prends le temps, si tu t'y appliques, ça fait presque un an qu'on le voit quand même souvent dans les tournois. Puis que, écoute, il a juste amélioré son brassage de cartes. Puis sinon, c'est un joueur à part entière. Il ne faut vraiment pas le prendre à la légère. Donc, félicitations encore. Non, il s'est joué le petit Adrien. Ok, oui. Ok, oui. Puis il jouait quoi? Il jouait hyper aggro jaune-mauve. Oh, nice. Ouais. Ah, c'est bon aussi en ce moment, ça. Puis toi, Billy? Moi, je me suis levé dimanche en me disant je vais checker s'il y a une place en quelque part qui reste un spot. J'ai trouvé une place à Saint-Jérôme. C'était leur premier set championship. Il y avait 15 places. Quand je me suis levé le matin, il y avait 8 personnes enregistrées. Fait que je me suis enregistré comme 9e. Quand je suis arrivé là-bas, on était rendu 12. Il y avait quand même du gros joueur. Il y avait Simon Lantier, il y avait Carl, il y avait ben du monde qu'on a vu à Toronto qui ont performé, qui sont des joueurs qui jouent souvent sur la rive nord. J'ai commencé contre un rouge mauve. Fait que j'ai joué Green Steel. J'ai joué contre un rouge mauve pour commencer, Simon, qui a fini 4-0 ce jour-là. Qui s'était préparé à Green Steel. Il avait vraiment tweaké tout son deck. Il s'attendait à avoir beaucoup de Green Steel. On était 2 à jouer Green Steel là-bas. Il y avait beaucoup de rouge mauve. Beaucoup de rouge mauve. Il y avait, je pense, un hyper aggro. Puis 2 Green Steel. Un rouge bleu. C'est tout. Fait que premier match, j'ai joué contre Simon Lantier, rouge mauve. Ça allait bien. Premier match, j'ai pas sorti en force. Deuxième, je suis sorti toute ma main. Je pense tour 4, il a concede la game. Puis troisième game, ça a été quand même chaud.
mais j'ai pas réussi à aller bloquer son B-Prep autour. J'avais rien pour aller enlever son B-Prep ou le bloquer. Puis ça m'a un peu coupé. C'était 12-2 si je ne me trompe pas quand il m'a B-Prep, puis j'ai jamais été capable de ressortir après ça. Les petites Elsa font vraiment chier. Les Diablo très bonne Killer. carte. Bonne carte. Ouais. Puis il en jouait 4. Il en jouait 4, fait que elle ressortait souvent. Puis après ça, t'es comme pas capable, toi, d'aller la rechercher parce qu'elle est évasive en plus. Fait que t'es comme coincé à faire des Let the Storm ou Strength sur celle-là à la place d'aller éclairer un peu ailleurs. Après ça, deuxième game, j'ai joué contre l'autre Green Steel. Fait que Mirror Match, ça s'est fini 2-0 pour moi. Ça a pris 15 minutes. Ça a été rapide. Je pense que c'est un joueur qui était plus ou moins habitué de jouer Green Steel. Il y a eu quelques misplays. Troisième match, j'ai joué contre un autre Rouge Mauve. Que celui-là, je m'attendais à CLSA. J'ai joué différemment. Je me suis adapté. C'était le même deck que Simon, mais je l'ai vu venir celui-là un petit peu plus. Ça s'est fini aussi 2-1 pour moi. Puis j'ai joué contre Alexis Lamarre pour le win and in dans le top 4. J'étais techniquement quatrième, mais on pouvait pas ID parce que les deux au-dessus de nous passaient, puis ceux en dessous de nous jouaient un contre l'autre. Fait que si on IDait, il y en a un qui passait en avant de nous, fait qu'on était obligé de jouer. Puis il jouait un des decks que je déteste le plus, Steel Song. J'ai été incapable de gérer son Steel Song. J'ai perdu le high roll. Fait qu'en partant, ça a été compliqué de gérer ça. Surtout que tour 3, jouer Ariel, il a pogné son Grab Your Sword. Ça a été game après ça. Puis deuxième match aussi, ça a été à peu près la même chose. Fait que Grab Your Sword m'a complètement coupé les jambes sur ce match-là. Puis c'est pas un match-up super favorable pour Green Steel non plus, là, Steel Song. Fait que, mais j'ai fini quand même 5e ce jour-là. Fait que ça m'a juste kick out du top 4. Mais j'ai quand même eu ma petite Mirabelle juste ici. Fait que c'était quand même cool. C'était une place. C'est le fun de justement voir des magasins comme celui où j'ai été, où est-ce qu'ils commencent. C'est leur premier tournoi. Ils savent même pas comment Melee fonctionnait. Fait qu'on les a aidés à comme programmer le tournoi. Puis vraiment organiser quasiment en gang le tournoi où est-ce qu'on était. Mais de voir qu'il y a plus de magasins qui s'intéressent au jeu, c'est quand même le fun de voir ça, parce que ça veut dire que le jeu va bien, qu'il grandit, puis qu'on risque d'avoir de plus en plus de championship dans les prochains sets aussi. Donc, c'est ce qui résume pas mal ma fin de semaine. Je ne sais pas encore si je vais en faire d'autres de mon côté. Je vais voir ce que le temps me réserve de ce bar-là, mais peut-être que je vais aller faire celui à côté de chez moi, là, au Chevalier à Repentigny, dans quelques semaines. Donc, sur ça, je vais passer tout de suite à la conclusion de notre épisode. On est rendu déjà à une petite heure. Donc, on est content de s'associer avec un magasin pour le podcast dorénavant. Donc, on a un code promo pour les gens qui veulent acheter des singles. C'est le Uninkable 10. Donc, si vous allez sur www.3mana3, le chiffre mana.ca, vous pouvez utiliser le code Uninkable10 pour obtenir un 10%. Si je ne me trompe pas, Dan le confirme, mais c'est un 10% sur les singles. Donc, on va mettre aussi dans le lien, dans la description, le lien pour le site web du 3 Mana, le code promo. Puis, ce code promo-là va être valide jusqu'au 31 octobre. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin de singles. Ils ont énormément de stock. Puis, c'est des très bons amis à nous qui gèrent ce magasin-là. On fait souvent les 7 championships-là. GF, Dan joue souvent là les mercredis. Je jouais là aussi avant. Fait que Mike est un très bon ami à nous. Puis, il nous offre la possibilité de justement vous offrir un 10% sur les singles. Puis ceux qui connaissent pas le 3 mana, ils sont mappés avec leur prix sur TCG Low. Donc, super important. Donc, la plus basse valeur vendue, c'est là-dedans que vous allez trouver le prix de vos singles. Donc, vous allez toujours avoir des bons prix si vous achetez du 3 mana. Puis, n'oubliez pas de nous donner un petit thumbs up, de suivre la chaîne si vous voulez être notifié à chaque fois qu'il y a un épisode qui sort. Puis, si vous voulez nous rejoindre aussi et vous avez des questions, vous pouvez toujours le faire par courriel au lesuninkables@gmail.com. Puis ça va nous faire plaisir de vous répondre. Sinon, laissez des commentaires, on y répond le plus souvent possible. Encore une fois, merci Clara de t'être joint à nous aujourd'hui.
Dan, JF, je vous souhaite une bonne semaine et on se reparle après vos 7 championships la semaine prochaine. Au revoir. Merci à tous et à toutes. Merci, gang. Merci, Bye. gang. Ciao.